Ce qu'on est en train de voir est un chef-d'œuvre de l'histoire de l'animation japonaise. Hokuto no Ken de Tetsuo Hara et de Beronson est une œuvre tellement profonde je pense qu'elle est mal comprise par le grand public. Notamment, je pense que la traduction française a participé beaucoup à la non-compréhension un peu de cette œuvre-là, parce que, faut le dire un peu, il y a une certaine époque, Maman Sego qui était contre les mangas pas forcément contre les mangas en particulier, mais contre les violences à la télévision. À l'époque, elle était députée. C'est même ça qui a fait ça, qu'on la connaisse même du grand public, hein, si je me souviens bien, si je regarde bien l'histoire. Elle avait sorti une loi en interdisant qui permettait de réduire un peu de la violence à la télé. Elle avait sorti une tirade débile comme celle que je vois là. Parfois beaucoup plus violentes que les films. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Donc Maman Sego qui essayait un peu de faire sa petite pub pour sa personne un peu, de cette situation-là, ça a permis au Club Dorothée de faire que Kotonoken a un peu une version française un peu dans la traduction qui était un peu réduite à quelque chose de débile et de con, alors que l'œuvre est largement beaucoup plus profonde que les traductions françaises à la con qu'on a vues à l'époque. Et en général, quand tu regardes et que j'ai redécouvert il y a de cela depuis plus de 10 ans l'œuvre de Kotonoken, non pas seulement en manga mais en comment on appelle ça en japonais, en VOSTFR, quand je l'ai revu, je me suis dit merde, l'œuvre est profonde, l'œuvre est incroyable. Parce que ça va au-delà des histoires de coups de poing. Et si je pourrais résumer un peu la thématique, parce que moi, je dois l'avouer, et peut-être je suis très analytique dans les choses, et je pense aussi parce que comme aussi, bon, je vais un peu faire ma pub, je suis scénariste, j'ai co-scénarisé le manga Oblivion Rouge. Avec mon collaborateur Papsoulé qui est disponible sur Amazon. N'hésitez pas à le regarder, je vais vous donner le lien. Et justement, même c'est ce que j'expliquais à mon ami Papsoulé à l'époque, que quand on écrit une œuvre, on n'écrit pas seulement pour le divertissement, il y a un thème que tu dois développer autour. Et c'est la même chose quand tu regardes toute œuvre, hein, que ça soit dans la littérature, que ça soit dans le cinéma, et que ça soit même dans n'importe quelle forme d'animation. Les grandes œuvres qui durent avec le temps, c'est parce qu'il y a un thème sous-jacent qui revient dans le truc. C'est pas juste le divertissement pour le divertissement, le truc et tout. Même si les téléspectateurs ne sont pas forcément conscients de ça, ou les téléspectateurs ou les lecteurs ne sont pas conscients de ça. Et Hokuto no Ken, l'œuvre principale qui revient autour de ça, c'est l'œuvre, ça va être un peu vu comme un peu un truc un peu con pour les gens, mais c'est l'œuvre, ça parle beaucoup de masculinité en fait. Derrière tout ce qu'on voit là, il y a vraiment un traitement sur, pas forcément un traitement, mais un questionnement sur quelle est la masculinité idéale à travers non pas seulement à travers justement sur les trois personnages principaux que sont Kenshiro, Toki et Rao. C'est ça, c'est surtout ça que ça questionne. D'où le climat post-apocalyptique. Bon, il faut quand même dire que c'est largement inspiré par les films de Bruce Lee et l'univers de Mad Max. C'est un peu les deux qu'ils ont fait. Tetsuhara et Bruno Beronson, mais ça questionne beaucoup autour le thème principal sur quelle est la masculinité idéale. Idéale, surtout non forcément dans un monde qui est en proie à autant de sauvagerie que le monde qu'on voit dans Hokuto no Ken. Mais c'est surtout un questionnement sur la masculinité. Parce que quand tu vois les trois personnages qui sont les trois personnages centraux de l'histoire, que ce soit Kenshiro, que ce soit Toki ou Rao, chacun d'eux exprime une forme de masculinité idéal. Kenshiro, par exemple, c'est quelqu'un qui a un cœur qui a une tendresse. Il est très tendre comme gars. Il n'est pas faible, mais il est tendre. C'est-à-dire qu'il a beaucoup d'empathie envers les autres, que ça soit envers non seulement ses amis, mais surtout aussi envers même ses ennemis. C'est un peu ça qui le caractérise et tout.
Toki, c'est quelqu'un qui a un sens du sacrifice. Il est toujours porté sur les autres, beaucoup plus que sur lui. C'est quelqu'un qui a mis sa vie au service des autres. Rao incarne l'ambition. L'ambition de devenir toujours le plus fort, de l'homme, la masculinité dans l'ambition. L'ambition de toujours devenir plus fort, l'ambition euh, de comment on appelle, de s'émanciper de sa situation par la force, par la domination. Donc c'est ça le thème principal, et on peut le retrouver même encore avec les multitudes de personnages fabuleusement écrits là. Donc toute la problématique de ces personnages là tourne autour de ça. Et quand on voit le personnage de Kenshiro, sa problématique c'est d'apprendre un peu, malgré son cœur tendre, malgré d'empathie, d'apprendre un peu à faire preuve de dureté. C'est un peu ce qu'il arrive un peu avec le personnage de Shin. Quand le personnage de Shin prend sa copine et qu'il le truc, il apprend vraiment à devenir impitoyable avec ses ennemis. Sans pour autant que ça, comment on appelle ça, sans pour autant que ça le rend un personnage cynique. C'est ça un peu qui est intéressant avec ce personnage-là. Et Toki, il apprend au fur et à mesure à ne pas juste être quelqu'un qui est au service des autres, à aider les autres en étant seulement juste au service des autres. C'est-à-dire que comme il avait la capacité justement avec le truc de, comment on appelle encore, le truc d'art martial, du Hokuto no Ken là, de Hokuto Shinken là, de sauver les malades, les trucs, mais aussi d'aller dans le combat. C'est jusqu'à même sa fin. Son dernier combat avec son frère, c'est un peu ça. Rao, lui, il a un parcours qui est un peu dans l'inverse de Kenshiro. Là où Kenshiro doit un peu s'endurcir, lui, il doit apprendre de la compassion, c'est-à-dire avoir de l'empathie. Tu ne peux pas juste être dans l'ambition, dans l'ambition, dans l'ambition. C'est pour ça que je trouve que le personnage de Rao, dans l'histoire de l'animation japonaise, est l'antagoniste le plus mieux écrit de l'histoire de l'animation japonaise. Parce que il est censé être méchant, mais c'est pas vraiment un méchant. C'est un antagoniste qui a une vision différente de ses frères. C'est-à-dire que lui, il pense que dans ce monde complètement dur et violent, il y a trop de démons. Moi, je vais devenir le plus grand des démons qui va annihiler les autres. Qui va annihiler les autres. Et comme ça, on pourra vivre dans une paix. Et une paix que c'est moi qui dirigera cette paix-là. Donc c'est à peu près une dictature éclairée qui va amener. Là où Kenshiro, lui, il est plus dans la compassion de l'autre. Oui, être impitoyable avec les mauvais, mais être plus dans la compassion des autres. Parce que tu ne peux pas juste imposer l'humanité, comment dire, tu peux pas juste imposer comment on appelle ça? Imposer la domination. Hein. Tu peux imposer la domination à un peuple, mais aussi tu peux avoir de la compassion pour les autres, compassion pour ton peuple, compassion pour le truc. Et c'est ça la vraie bataille entre ces deux personnages-là, Kenshiro et Rao. C'est la bataille thématique entre les deux. Et c'est magnifiquement fait. Et c'est fait avec justement tout le délire d'un univers à la Mad Max, tous les trucs un peu de Kung Fu, tout ça c'est masqué, tout ça masque derrière ça. Et même pas seulement... Et ça, hein, tu peux voir tous ces thèmes de la masculinité qui est traité même un peu autour des autres personnages. Je prends le personnage de Shin. Shin, il incarne la luxure. Quand un homme verse dans la luxure, parce que en fait, il veut avoir la copine de Kenshiro, il dit moi, si je deviens l'homme le plus riche, l'homme le plus puissant, l'homme le plus truc, je pourrais acheter l'amour de quelqu'un. Il incarne un peu ça. Il y a comment il s'appelle encore? Il y a ce personnage là. Rei, l'ami de Kenshiro, qui meurt un peu après dans la série, incarne la loyauté. Souther incarne la cruauté. La cruauté qui vient d'où? De la, comment on appelle ça? De la mort de son père. Il a perdu son père, il est en pleine forme de cruauté. Et il a une forme de cruauté parce qu'il souffre. Donc, il y a que des trucs comme ça. Et encore, je vais le poser, mon personnage préféré de la saga, et que j'ai l'impression de me voir quand je vois ce personnage-là, c'est le personnage de Juza, qui n'a pas une longue partie.
qui incarne la liberté. Parce que moi, je suis quelqu'un qui raisonne avec tout ça. Qui incarne la liberté. Le personnage de Jusa, c'est l'homme qui incarne la liberté, le truc, qui rencontre l'homme qui crée ses propres codes et qui n'a pas besoin de trucs, qui incarne un peu la liberté. Donc, quand vous voyez la multitude, par la multitude de personnages, il y a ce thème de masculinité. Qu'est-ce que la masculinité? En fait, c'est un questionnement sur la masculinité idéale. En fait, qu'est-ce qu'elle est? Comment elle se représente et comment elle se représente par l'ambition, elle se représente par l'empathie aux autres, elle se représente par la dévotion, elle se représente peut-être de manière méchante par la cruauté, par la jalousie. La jalousie, c'est un peu l'antagoniste qui est, j'ai oublié son nom encore là, le gars qui était contre Ray là, parce que lui il incarne la jalousie un peu. Et c'est tous ces thèmes-là qui sont développés dans Hokuto no Ken. D'ailleurs même, il y a une scène encore qui m'avait plu dans Hokuto no Ken à l'époque. C'est la scène où Rao arrive dans un village là. Et le village, il y a un gars qui gère le village. Et pour ne pas être attaqué par les mecs, le chef du village a dit qu'il faut qu'on apprenne à sourire, genre à baisser les bras et à donner déjà vite la nourriture et tout. Et Rao regarde le gars et tabasse justement le chef le truc en disant que toi tu apprends à ton peuple la faiblesse. Et moi je suis d'accord hein, quand j'ai vu la scène là, c'est là où j'ai compris que merde, Hokuto no Ken est une œuvre beaucoup plus profonde que ça. C'est là où c'est sur ces subtilités là, c'est pas sur les combats qu'on voit au Hokuto no Ken, c'est sur justement des séquences de scènes comme ça. Mais c'est de ça que ça parle. C'est là où j'ai compris que non, c'est une œuvre sur la masculinité là. C'est ça en fait que ça parle. C'est tout ça, c'est une œuvre où tu vois beaucoup d'hommes pleurer. J'ai jamais vu ça. Dans l'animation japonaise à l'époque, c'était très truc où tu voyais une œuvre où tu voyais beaucoup que ce soit le vilain qui pleure, Kenshiro qui pleure tout le temps, le truc il y a beaucoup de personnages qui pleurent là-dedans. Même les méchants pleurent. Ces trucs, j'aurais oublié aussi d'évoquer aussi le personnage de Jaggi qui lui, il incarne la lâcheté. L'envie et la lâcheté, surtout la lâcheté. Donc, tout traite et te porte sur la masculinité et toutes les formes de masculinité, qu'elles soient positives, négatives, truc. Et le personnage, c'est pour ça que j'adore énormément la photo que vous voyez là. Parce que le gars qui a fait ce dessin-là, il a tout compris à ce que l'œuvre de Hokuto no Ken voulait raconter. Il a tout compris. Celui qui a fait le dessin là, je ne sais pas qui il est, mais chapeau à toi. Parce que vous allez voir, vous voyez juste un très beau dessin, mais moi je vois les petits détails qu'il a fait. Parce que quand vous regardez le dessin qu'il vient de faire là, ça résume parfaitement l'œuvre de Hokuto no Ken. Vous voyez le personnage de Toki qui est à la droite, qui est en train d'aider. Le truc, il incarne un peu le personnage de Toki qui il est dans la série, c'est-à-dire toujours dévoué aux autres et toujours à chercher à améliorer son compère, parfois même à ses dépens. Quand on voit le personnage de Kenshiro, c'est celui qui est admiratif de ses deux frères et surtout de Rao parce qu'il le trouve incroyable et puissant et il essaye de l'imiter comme le petit frère qu'il est. Et Rao, focalisé sur lui, qui se rend compte que son petit frère essaie de l'imiter, il ne comprend pas parce que tellement focalisé sur son ambition, il ne comprend pas pourquoi le gars l'imite comme ça. Donc ce dessin-là, celui qui a fait ce dessin-là est incroyable, il a tout compris sur l'œuvre truc. Et puis Jaggi, qui est un peu le lâche, qui est de côté, ne s'entraîne pas avec les autres, et regardé par le maître Ryoken, qui comprend vraiment la différence entre les trois personnalités de ses élèves qu'il a. Non, celui qui a fait ce dessin est incroyable. Il a tout compris sur l'œuvre Hokuto no Ken. Et Hokuto no Ken est vraiment une œuvre incroyable, beaucoup plus subtile qu'il n'y paraît, et qui a trop bien vieilli avec le temps. C'est une œuvre, je me rappelle même à la fin, j'étais en larmes parce que j'ai dit merde, c'est incroyable de créer un truc aussi divertissant et qui a une telle profondeur sans que fondamentalement tu le vois au premier œil. Et c'est une œuvre encore que je recommande encore à énormément de gens, quoi. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous parce qu'on a besoin des pouces bleus, on a
a besoin que vous vous abonnez sur les pages parce que ça permet, autres et tout, c'est bien. Je suis content quand les gens viennent me parler en inbox que oui, je kiffe un peu ce que tu fais, mais c'est encore plus cool quand vous likez ou vous abonnez la page. Donc, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à abonner et à plus pour d'autres aventures.